qu'il y a un adage qui dit que les femmes couvent tous les feux pour que les autres en profitent. Eh bien, c'est ainsi que les écrivains, eux, ils écrivent pour que d'autres profitent de la beauté de leur écriture. Eh bien, ce soir, dans l'émission Bibliothèque d'Afrique, ce tout nouveau numéro, nous recevons une auteure de 2 ouvrages déjà. Il s'agit de Les hommes se mangent la queue et puis Le secret de mon échec. On aura le temps, n'est-ce pas, de revenir sur ces 2 ouvrages et surtout de comprendre les motivations de notre auteur à les écrire. Pourquoi pas parler également des thématiques qui seront abordées à l'intérieur de ces 2 livres, notamment la famille et la place qu'elle représente dans la société africaine. L'injustice, la justice, on parlera également de la place et le combat de la jeune fille en société, sans oublier bien d'autres voilà, qui seront abordés, notamment les traditions africaines et même l'occultisme. Voilà, on en parle dans ces livres tout à l'heure avec notre auteur et je vous l'annonce d'ailleurs, si vous ne l'avez pas deviné, il s'agit de Kelly Yemdi qui est sur ce plateau dans ce tout nouveau numéro de Bibliothèque d'Afrique qui commence tout de suite. Sur For You Télévision et vous regardez l'émission Bibliothèque d'Afrique. Et je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame, eh bien nous recevons Kelly Yemdi. Elle est auteure de 2 ouvrages déjà, elle est sur ce plateau. Alors trêve de bavardage, bienvenue à vous Kelly Yemdi. Merci. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, surtout lorsqu'on voit la jeunesse, n'est-ce pas, qu'il y a à l'intérieur de ces écrits, mais on se rend surtout compte que ça n'a rien à voir avec le personnage qu'on a en face. C'est assez curieux. Oui, assez curieux parce que j'ai pris la peine voilà, de revenir sur tous ces écrits et je me suis dit, alors, est-ce que c'est réellement elle qui écrit tout ça? J'ai trouvé ça tellement mature, tellement profond. Mais avant de faire la parlotte, voilà, il faut rappeler qu'il y a ce premier ouvrage, Le secret de mon échec. Eh bien, alors, qu'est-ce qui motive l'écriture de ce livre? Alors, Le secret de mon échec, c'est mon tout premier livre publié. Je tiens à le préciser. Le tout premier publié. Je l'ai écrit en 2018 et en 2020, j'ai eu la chance de rencontrer Brice Camden, mon éditeur, qui a accepté de me l'éditer à compte d'éditeur. Donc, ce livre, je l'ai écrit parce que je suis, on va dire, à bout. J'ai grandi dans la partie septentrionale du pays. Du coup, j'ai été témoin de beaucoup d'atrocités, en guillemets. Est-ce que la jeune fille de 15 ans dans le livre, c'est toi ou alors c'est une... Non, c'est un personnage. C'est un personnage typiquement créé, inspiré par ta vie du côté du septentrion? Oui. D'accord. Et puis dans le livre, il y a également tout simplement la difficulté au sein de la famille, le non-encadrement des parents. On a l'impression que c'est quand même un problème récurrent, non pas dans cette zone, mais dans la vie des jeunes filles. Justement, je crois que c'est peut-être pour ça que la société part en vrille aujourd'hui. Le fait qu'au sein même de nos familles, qu'on ne puisse pas être en paix, qu'on ne puisse pas être encadré comme les enfants qu'on devrait, comme les citoyens surtout, que l'on devrait. Donc, j'ai écrit ce livre partant de ce constat-là. Ouais. En tout cas, dans le livre, on a bien pu constater, voilà, que ce sont des difficultés de jeunesse qui sont comptées à l'intérieur. Et quand on lit le titre, il donne quand même à s'interroger. Le secret de mon échec. Alors, c'est quoi le secret? C'est la mauvaise vie autour d'une mauvaise famille, c'est le mauvais choix, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça, finalement, le secret de l'échec du personnage? Le secret de l'échec, ce n'est pas l'échec du personnage, je crois que c'est l'échec de la société finalement. Donc, l'échec dont il est question, c'est l'échec du personnage et ce n'est pas un seul secret, il s'agit des secrets, même si on a comme on dit, il s'agit des secrets parce que finalement, on a la famille qui est, on va dire quoi, un facteur d'échec, la famille qui n'est pas paisible, qui est un facteur d'échec. On a les éducateurs à l'école qui sont des bourreaux pour les élèves, les jeunes filles. On a la jeunesse, on a l'émancipation qui, mal prise, peut être un facteur d'échec aussi.
On a tellement de facteurs, il s'agit des échecs en fait. Il s'agit de plusieurs échecs et donc de plusieurs secrets. Alors, lorsqu'on écrit le secret de mon échec, c'est qu'on a l'impression qu'on a suffisamment fait, on a suffisamment mené l'enquête. Et tu le disais tout à l'heure dans ton propos liminaire, eh bien, c'est que il y a plusieurs facteurs, notamment la famille, notamment le secteur éducatif, notamment, mais est-ce que ce n'est pas parfois une fuite en avant que d'estimer qu'il y aurait plus de raisons d'échouer que de réussir? Ah non, pas du tout. Beaucoup me l'ont reproché que je fais l'apologie de l'échec. Ah non, pas du tout. Pas du tout. La preuve en est que le personnage dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est une jeune, il s'agit d'une jeune élève brillante, très brillante d'ailleurs, mais qui curieusement finit par échouer. Ce n'est pas une façon de promouvoir l'échec. Mais c'est une façon de le justifier. Peut-être bien. Peut-être bien. Parce que voilà, on peut ne pas promouvoir, mais justifier les raisons qui peuvent amener une jeune élève brillante à échouer. Justifier et blâmer aussi, peut-être. Peut-être, ouais. Blâmer la personne du fait qu'on se laisse peut-être embrigader dans des choses tout autour, des choses externes, alors qu'on peut rester focalisé. Alors le nœud de l'histoire, c'est quoi? On réussit à trouver... En fait, on connaît les secrets de l'échec, mais après, c'est quoi la suite? La suite, comme dans toutes mes histoires, c'est que voilà, ça finit sur on va dire quoi, sur un questionnement infini. Ouais. Ça finit sur chacun va en fonction de ce qu'il aura lu et en fonction de la personne qu'il est dans la société, prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que cela se passe, que cela se produise, que cela se reproduise, ça a déjà été le cas. Donc, c'est tout simplement ça, en fait. D'accord. En tout cas, on invite ceux qui n'ont pas eu la possibilité de profiter de ce livre, Le secret de mon échec, à s'en procurer. Eh bien, il y a Les hommes se mangent la queue. Moi, j'ai hâte que tu m'expliques ce titre, parce que j'ai essayé de comprendre, j'ai fait le tour, j'ai retourné, et je t'avoue que j'ai pas compris. Ah bah pourtant c'est très clair à mon avis. Les hommes se mangent la queue. Donc chacun bouffe l'autre, ou chacun est la raison de l'échec de l'autre. Tout simplement. Bon, finalement j'ai compris. Finalement j'ai très bien compris. Alors on a là pratiquement 10 ou 9 petites histoires, parce que c'est un recueil de nouvelles, des petites histoires qui nous laissent un petit goût d'inachevé à chaque fois. J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est pour ouvrir le champ forcément à une réflexion? Est-ce que c'est pour pousser le lecteur à se questionner encore plus? Parce que quand on termine, quand on arrive à la dernière ligne, au dernier point, on se dit c'est fini. Donc ouais, je crois que c'est... On m'a fait me rendre compte de cela, de ce que j'écrivais, des histoires inachevées. Moi-même, je n'avais pas pris la mesure de ce que je n'achevais pas mes écrits. Est-ce que c'est une... comment je vais dire? C'est une stratégie? Bon, pas vraiment, puisque on m'a fait me rendre compte de cela. C'est vrai que ce n'était pas pensé au départ. Oui. Ouais, donc, c'est un peu... on dit que c'est une marque de fabrique, peut-être. Oui, voilà, c'est où je voulais en venir, que peut-être c'est une marque de fabrique, parce qu'on a eu également Joseph Barga, qui a également un recueil de poèmes, je crois que c'est Qui veut la peau des gorilles, de nouvelles, pardon, Qui veut la peau des gorilles, je crois que ça doit être ça, et à l'intérieur, il y a des histoires qui donnent l'impression d'être inachevées, mais c'est fait. C'est fait exprès, totalement. C'est comme une marque de fabrique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, chacune de ces histoires, d'où elle te vient? Parce qu'il y en a quand même qui sont assez profondes. Alors, je choisirais peut-être, je crois que c'est la troisième, qui parle d'une femme qui a tout ce qu'elle veut, qui est suffisamment riche, mais qui n'a pas de garçon. Et donc, elle se retrouve chez un marabout, je pense bien c'est ça, et elle finit par se faire marabouter par le marabout parce qu'elle perd son argent d'une manière assez surprenante. D'où peut venir ce type d'inspiration? C'est chez une jeune femme, je rappelle, qui est diplômée en mathématiques. Ouais. On a envie de comprendre, nous sommes suspendus à tes lèvres. Donc, d'où me vient ce genre d'idées en regardant simplement autour de moi, en regardant la société. Moi, j'en connais plusieurs, des femmes qui
qui ont fait beaucoup d'enfants et parmi lesquels il n'y a pas de garçons, elles se retrouvent à tout le temps complexer, à tout le temps essayer d'en faire un drame. Parce que justement, la société la pointe du doigt. On lui dit, tu as accouché, mais tu n'as pas encore accouché. Et du coup, elles se sentent sous pression. Il faut qu'elle accouche. Et tous les moyens sont bons. Surtout dans le cas du personnage principal de la 3e nouvelle, justement. Il faut qu'elle accouche un garçon. Sinon, son mari n'aura pas d'héritier. Et sinon, tout ce qu'elle aura passé sa vie à construire ira à l'enfant d'une autre femme. D'accord. Et il y a pas mal d'histoires encore, notamment celles qui ont trait à de l'injustice. On en parle également dans le livre. Ça doit être la deuxième ou la première des nouvelles. En tout cas, je crois que voilà. Oula. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est exactement ça. Alors, on parle d'injustice. Là, quand même, on a l'impression que tu t'es suffisamment inspiré d'une situation typiquement camerounaise. Ouais, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. On reconnaît à l'intérieur beaucoup de situations qui ont eu à se reproduire ces dernières années, notamment depuis l'élection présidentielle, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as fait l'effort de te focaliser là-dessus. Dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à écrire cela? Il y en a qui estiment qu'il faudrait vivre typiquement l'histoire. Donc, il fallait aller en cellule, essayer de voir avec les prisonniers comment est-ce qu'ils vivent, sentir l'odeur qu'ils sentent tous les jours, toucher du doigt. En fait, comment est-ce que tu t'y es pris, toi? Je crois que c'est là où l'esprit créatif de l'écrivain, c'est là où ça intervient. Parce que justement, il faut s'imaginer tout cela. À défaut de pouvoir aller dans une prison, toucher du doigt la réalité, il faut se créer cette réalité-là dans sa tête, dans son esprit et pouvoir l'écrire en se rassurant que le lecteur pourra ressentir ces émotions-là comme s'il le vivait, comme si vous l'aviez vécu. Donc c'est là où l'esprit créatif de l'écrivain intervient, il devrait intervenir. D'accord. Et cette plume que tu as développée, est-ce que tu as une muse, une raison, une motivation particulière? D'où est-ce que cela est venu quand on sait, comme je le disais tout à l'heure, que carrément elle est diplômée en mathématiques, informatique, on sait que tu es derrière une machine, en principe, et puis voilà, tu te concentres à tes A plus B est égal à C, je crois que c'est ce qu'on disait à l'époque. D'où est-ce que ça vient exactement? De l'amour des lettres, parce que je crois que aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai été passionnée que par les lettres. Mon amour, je ne dirais pas mon amour, la décision que j'ai prise d'aller faire les mathématiques plutôt que les lettres, c'était un défi. Donc, aussi longtemps que je me souviens, j'étais passionnée par les lettres. Depuis toujours, je lis, j'écris. Donc, c'est pas un truc nouveau, c'est pas... Et je crois que si j'en arrive à écrire, c'est peut-être parce que j'ai assez lu, même si je trouve que c'est pas suffisant, c'est parce que je trouve que j'ai assez lu et que voilà, à un moment donné, quand on ingurgite beaucoup, il viendra le moment où il va falloir regurgiter l'excès, le trop-plein. Donc ces livres sont le trop-plein de ce que j'ai avalé, que je partage avec les uns et les autres. D'accord. Aujourd'hui, si Bibliothèque d'Afrique te reçoit, c'est aussi parce que tu te positionnes comme une jeune femme qui voudrait non seulement pousser la littérature africaine à être visible, la littérature camerounaise à être visible, mais il paraît que tu milites aussi pour les droits de femmes. Mais de quelle manière? Parce qu'il y en a qui parlent de l'émancipation des femmes, il y en a qui parlent de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y en a qui parlent tout simplement du bien-être de la femme en société, peu importe où elle se trouve, qu'elle soit mariée ou pas. De quel côté est-ce que tu te situes? Est-ce que finalement, toutes ces tendances ou toutes ces thématiques que tu as énumérées ne sont pas les mêmes?
Non, malheureusement non. Parce que celles qui militent pour l'égalité entre les hommes et les femmes ne militent pas forcément pour, comment dire, pour juste qu'une femme soit à l'aise en société. Non, c'est ça réel bras de fer peut-être. C'est ça l'objectif au fond. Moi, je pense que toutes ces tendances ont un dénominateur commun, le bien-être de la femme. Ça, c'est mon humble avis. Oui. Et puis, il y en a qui sont, on va dire quoi, qui sont des extrémistes, comme dans tout mouvement. Oui. Oui, il y en a des extrémistes. Mais sinon, le dénominateur commun, c'est le bien-être de la femme. Et moi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, ma question, est-ce que tu es extrémiste? Est-ce que tu es neutre? Est-ce que tu es tout simplement là, comme ça, à te dire, il faudrait que je fasse quelque chose pour qu'on se souvienne que je l'ai fait, pour que les femmes soient visibles? Je suis ni neutre, ni extrémiste. Je suis une activiste. D'accord. Et où est-ce que tu situes tes actions exactement? Dans la littérature, dans la vie de tous les jours? Donc, mes actions en littérature, on les connaît déjà. Mes actions, je les pose également dans le social. Je crois que je suis la promotrice d'une association dont l'objectif est de promouvoir le leadership féminin. Ça s'appelle l'élite au féminin. Et à travers cette association, ce que je souhaite, c'est justement de promouvoir les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont décidé de prendre les devants, qui ont décidé de faire autre chose de leur vie que de rester simplement à la cuisine. Non pas que ce soit mauvais, hein, non, du tout. Juste que, quand une femme décide de quitter son tablier de la cuisine, elle mérite d'être accompagnée, elle mérite d'être élevée. Et c'est justement ça le but de l'association. Donc, je travaille également dans le social. Toutes les activités qui ont trait au social, qui ont trait à la femme. Par exemple, moi, quand on m'appelle, j'y vais à toute vitesse. Par exemple, j'étais à Tian le 31 juillet passé, dernier, pour le Congrès international de la femme africaine. Donc, quand il y a un événement autour de la femme, moi, je réponds toujours présente. Alors, donc, mettre de côté son tablier pour pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, ne signifie peut-être pas forcément l'abandonner totalement. Comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu ne partages pas totalement et catégoriquement la pensée d'un homme qui a dit un jour, avec tes diplômes, avec tes masters, avec tes licences et tes doctorats, ta place, c'est à la cuisine? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La place de la femme, selon moi, c'est là où elle a envie d'être. Là où elle se sent épanouie, là où elle se sent à l'aise. Si une femme veut aller au front, qu'on la laisse aller au front. Si une femme veut être présidente de la République, qu'on la laisse être présidente. Si une femme veut faire à manger, si elle adore faire des petits plats, qu'elle veut passer sa vie à le faire, qu'elle le fasse. Le but, justement, c'est que la femme soit épanouie. Peu importe ce qu'elle fait, qu'elle soit épanouie. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai cité plusieurs courants, plusieurs mouvements, je vous ai dit que l'objectif ou le dénominateur commun est le même, l'épanouissement de la femme. Ouais. Et dans une société comme celle-ci, vous pensez vraiment que c'est typiquement possible d'être épanoui totalement? Quand on sait qu'on a le poids de la famille, la pression du boulot, la pression de la société elle-même, l'oppression, je ne sais pas moi, des énergies tout autour, il faut toujours concilier le tout. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, il y a une pensée africaine qui rappelle souvent que la femme, c'est celle qui couve tous les feux pour que les autres en profitent. C'est comme ça qu'on a peint la femme en Afrique, comme celle qui supporte tout et surmonte tout. Pour toi, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça le rôle d'une femme en société. Ce n'est pas tout en tout cas. Non, la femme ne devrait pas... C'est pas un agneau qui va se donner un sacrifice pour un homme. Donc justement, vous parliez tout à l'heure de pouvoir concilier. C'est de ça qu'il est question. Si elle veut quitter le tablier, ou du moins si elle veut faire autre chose, en plus du tablier, elle doit pouvoir s'arranger à être à l'aise avec ce qu'elle veut. C'est un travail qu'elle doit faire sur elle-même et qu'elle doit, on va dire quoi, qu'elle doit faire pour la société. Travailler à être épanouie elle-même.
Est-ce que dans la manière de mener les actions, tu as fait des sondages, essayé de peser le pour et le contre, d'interroger X et Y pour savoir à quel niveau tel n'est pas épanoui, à quel niveau tel est épanoui? En fait, je veux dire, quel est ton processus réellement avant d'y arriver à cette association pour le leadership? Je n'ai pas procédé à un sondage traditionnel où on distribue des bouts de papier. Bien sûr. Si tu vas échanger avec une femme aujourd'hui, une autre femme demain, une autre femme après-demain, et à la fin du mois ou de ta semaine, tu vas te faire une idée de ce qui leur manque, de ce qu'elles souhaiteraient, de ce qu'il faudrait faire pour les aider. Et c'est à partir de ça que tu te dis, bah tiens, moi je peux faire ceci pour être un soutien pour elle. Donc c'est ça. D'accord. Allez, on va peut-être revenir aux écrits. Est-ce que tu prévois autre chose dans un avenir assez proche ou alors dans un avenir lointain qui peut-être aurait beaucoup plus trait à la vie des femmes ou alors à toute autre chose? Toute autre chose, j'en sais rien, mais il y a la vie des femmes, bah toujours. Ça ne quitte jamais la plume. On va dire quoi, c'est l'âme de ma plume, la vie des femmes. Donc, aujourd'hui, il y a tellement d'auteurs, c'est-à-dire avec moi je préfère souvent dire auteur, ça me donne l'impression je veux dire quoi, d'arracher quelque chose à notre société qui se veut parfois patriarcale et pourtant elle est finalement matriarcale. Donc quand tu regardes, il y a tellement d'auteurs et puis il y a tellement de problématiques qui tournent autour des femmes, mais on se demande est-ce qu'on ne passe pas finalement à côté de la vraie réalité, du vrai problème. Aucune ne touche le côté très profond, c'est-à-dire très psychologique et psychique. Tout se table autour du matériel. Il faudrait que la femme réussisse. Il faudrait qu'elle ait aussi un véhicule. Il faudrait qu'elle soit aussi chef d'entreprise. Il faudrait qu'elle ait un garçon. Il faudrait. Mais on passe pas à côté. Peut-être que si, à vouloir rester superficiel, on passe très certainement à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup de paramètres qu'il faudrait pourtant considérer. C'est justement pour ça que je suis en train de travailler sur moi-même et sur ma plume pour pouvoir, on va dire quoi, pour pouvoir espérer aborder ces sujets-là d'une meilleure façon, d'un meilleur angle. Le faire, on va dire, autrement que superficiellement. Aujourd'hui, on a des femmes qui peuvent briller des présidentielles. On a des femmes qui peuvent briller la mairie. On a des femmes qui peuvent tellement de choses, mais qui parfois donnent l'impression de manquer de soutien. Et à côté de tout ça, on a justement ces femmes et hommes aussi qui parfois décident d'être des soutiens pour ces dernières avec notamment des associations comme la tienne, Kelly MD. Mais est-ce qu'on touche réellement le fond du problème en ce qui concerne l'accompagnement peut-être financier, l'accompagnement éducatif? Parce qu'on sait aussi que peut-être le tout commence à la base, c'est-à-dire l'éducation. Je crois que c'est la clé de voûte de tout ce qu'on fait, de tout ce que qu'on raconte étant grand, c'est la clé. Si l'éducation, elle est faussée à la base, on va se retrouver plus tard, plus âgé, à tout le temps avoir à essayer de refaire l'éducation des gens. Parce que je crois que ce qu'on fait, c'est essayer de refaire l'éducation des gens. Parce que justement, elle a été, entre guillemets, faussée à la base. C'est la base de l'éducation. Là, on parle de l'éducation sur le plan éducatif, c'est-à-dire à l'école, ou alors on parle du socle de la société qu'est la famille? Les deux parce que, moi je vais vous parler là de mon expérience un tout petit peu. Les deux parce que, moi personnellement, à la maison, quand je disais, mon père n'a jamais eu de problème à ce que je sois première. Déjà qu'il ne devait pas, il n'y a pas de problème. Il n'a pas à avoir de problème à ce que je sois première. Donc, quand je lui dis, papa, je vais faire telle chose, il me dit, bah vas-y. Il m'encourage, papa, je vais faire telle chose. Si ça marche, je vais aller à l'étranger. Je suis encore au lycée, je tiens à le rappeler. Il me dit, bah vas-y.
peu importe où tu iras, moi je vais toujours te soutenir. Quand ton père te dit ça, je te dis que tu peux décrocher le ciel, tu peux décrocher le soleil. Et si par contre, à l'école, parce que tu es sortie première de la classe, en terminale C, ton enseignant, ou du moins l'un de tes enseignants, blâme les garçons devant tout le monde en classe en disant une phrase que je n'oublierai jamais: où sont passées vos couilles pour qu'une fille de surcroît une littéraire, parce qu'on m'a toujours vu comme littéraire, de surcroît une littéraire, vous dame le pion. Donc il a dit ça devant tout le monde en classe pour dire comment vous faites pour qu'une fille soit première être devant. Ouais. Oui. Donc pour finalement dire quoi, il ne s'agit pas que du cocon familial à la maison. Oui. Je crois que l'école également a un important rôle à jouer. Que les enseignants à l'école ne blâment pas les filles, ne leur reprochent pas d'être sortie première, ou d'être toujours à la tête. Donc c'est pour ça que je disais, nous sommes donc dans une société qui se réclame un peu patriarcale, parce que on trouve facilement bizarre qu'une femme soit première, qu'elle soit première de sa classe, première en affiche, première en tout, et on a l'impression qu'une femme a toujours besoin de se justifier. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui parce que je suis une Marie couche-toi là. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui parce que, comment dire, j'ai acheté ce poste. Je ne suis pas là devant vous parce que je suis brune ou couleur d'ébène et puis du coup j'ai plu à quelqu'un. En tout cas, on a l'impression qu'une femme doit toujours se justifier. C'est tristement le cas. Enfin, c'est tristement la société dans laquelle on vit. On est presque toujours obligé, peu importe combien on est compétente, de dire aux gens: ressaisissez-vous, je suis là. Parce que je suis là. Oui, et parce que je le mérite. Mais alors, quand on est jeune, comme vous, comment est-ce qu'on s'imagine qu'on peut changer la donne? Honnêtement, moi, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas défaitiste, tout au contraire, mais je sais aussi que les choses ne sont pas toujours très roses pour la gente féminine quand elle se retrouve, que ce soit sur je veux dire quoi, dans le monde de l'emploi, dans le monde sociétal, la famille, même à l'église, hein. Donc, il y a toujours des petites peaux de banane. Donc, je me demande, quand on est jeune et qu'on a une association comme celle-là, ce n'est pas que, je ne vais pas dire des programmes électoraux, parce que vous ne faites pas dans la politique, mais ce n'est pas que des promesses et des petites descentes sur le terrain et on se dit, ça commence à venir. Ouais, ce qu'on essaie de faire en étant jeune, en guillemets. Nous sommes jeunes. En étant jeune, c'est des petites actions qui n'ont l'air de rien, mais qui pourtant sont quelque chose. Par exemple, ce livre, il peut n'avoir l'air de rien. Et pourtant... Encore qu'il n'a pas l'air de rien. C'est vous qui le dites. Donc, il peut n'avoir l'air de rien, et pourtant, qui sait l'effet qu'il aura dans 10 ans, dans 20 ans. C'est des petites pierres, on va dire, avec lesquelles on essaie de construire. On ne s'attend pas à voir l'effet à l'immédiat, non. On sait juste qu'on est en train de construire quelque chose et on le fait. Dans l'espoir qu'un jour, d'autres bénéficieront du fruit de notre travail. Comme nous, aujourd'hui, on bénéficie du fruit du travail des gens avant nous. Ah oui, parce qu'on peut dire que caméra, micro et tout, ça se peaufine depuis 1800 ou 1900 quelque chose. Voilà, donc et donc on en profite aujourd'hui. Donc on sait que c'est un défi de sacerdoce qu'on est en train de faire tous. Voilà. Et dans le cadre des associations comme la tienne, et puis dans le cadre également d'une carrière d'écrivaine comme celle que tu as choisie, il y a des hauts et des bas. Alors en tant qu'écrivain, est-ce que tu as rencontré des problèmes en tant qu'écrivaine? C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de ton premier éditeur qui t'a suffisamment bien accueilli et tout. Maintenant, est-ce que parfois, quand on te voit, quand tu approches nos chers aînés dans le métier d'écrivain, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être prise pour n'importe quoi parce que tu es jeune et parce que tu es une femme? Je ne sais pas si je dirais que j'ai simplement eu de la chance, mais non. Bon, c'est pas de la chance, je crois que c'est parce que je suis téméraire. Pas seulement téméraire, en plus d'être téméraire, je suis assez imposante. J'ai l'air toute petite,
Mais je suis assez imposante quand il s'agit de défendre ses opinions, de défendre ses idées. Donc, je m'assois parmi les grands. D'ailleurs, j'ai toujours été parmi, on va dire quoi, les grands, que ce soit en âge, que ce soit des personnes qui me dépassent. Oui. Et mon avis a toujours compté. On m'a pas, on va dire quoi, on m'a pas minimisé parce que je suis une femme. Ni muselé. Ouais, je n'ai jamais eu à subir cela dans le milieu littéraire. Peut-être l'âge, et je crois que c'est normal parce que voilà, quand moi je me lis et puis je vais lire un monsieur qui a 50 ans ou une dame qui a 50 ans, je vois que voilà, il y a cette maturité-là, ouais, il y a cette maturité-là qui ne vient peut-être qu'avec l'âge. Je me dis, bah ouais, je suis avec les grands, mais je dois savoir que j'ai encore du chemin à faire. Donc oui, mais dire que j'ai été muselée ou minimisée, simplifiée parce que voilà, j'étais une femme, non. Peut-être dans les médias, ou c'est peut-être dans les médias que c'est arrivé, tu arrives là, tu dis pardon, j'aimerais faire la promotion de mon livre à votre émission, et puis on estime que tu es une femme, on te rappelle que tu es une femme belle et que voilà, tu peux faire autre chose que de venir nous raconter ouais, que tu veux faire tu pourrais. La promotion de ton livre. Ouais. Il y a bien plus que tu pourrais offrir. Ouais. Pourquoi avoir toujours l'impression que la femme a plus à offrir que ce qu'il y a devant vous? C'est assez gênant, c'est vrai, pour celles qui n'ont pas de personnalité, pour celles qui ont du mal à s'imposer, et c'est totalement, ça va totalement aux antipodes de ta vie de tous les jours, hein. C'est totalement au contraire, parce que tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu sais suffisamment t'imposer quand il faut, défendre tes idées, et puis défendre tout simplement ce que tu as comme idéologie à l'intérieur de ta tête. Eh bien, dans cette émission, il y a une question qui n'échappe à aucun de nos auteurs, c'est, t'inquiète pas, il n'y a pas d'action vérité, panique pas. Eh bien, tu partages avec nous les auteurs qui t'inspirent. Voilà, donc de quoi est faite ta bibliothèque? C'est ce qu'on aimerait savoir. On aime bien connaître nos auteurs, savoir ce qui les inspire et savoir ce qu'ils lisent. Parce qu'avant d'être écrivain, on est d'abord lecteur. Ah ouais. Nous sommes donc suspendus à tes lèvres. Alors, ce que je lis, moi je lis un peu de tout parce que il faut lire de tout pour pouvoir. Je suppose que tu vas dire que tu lis Thalès. Que tu lis. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, du tout. Alors, je lis des écrivains. Voilà. Mon livre préféré, on me l'a pas demandé, mais je vais vous le dire. Mon livre préféré pour le moment, j'aime à le dire, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre magnifique, je vous le recommande. D'accord, merci. Et voilà, je lis beaucoup d'auteurs. Récemment, j'ai découvert Mohamed Bougassar, le Goncourt 2021. J'ai adoré La plus secrète mémoire des hommes. Je lis Fatou Diom, une auteure à qui on me fait la remarque que je vole quelques petites... Ouais, voilà. Le style. Ouais, il y a Fatou Diom, il y a Léonora Miano, il y a Emily Boom. Je ne dis pas que les femmes. Hein. J'allais poser la question. J'allais demander si tu es misogyne dans ta lecture. Non, du tout. J'ai cité Bougassar, donc j'ai adoré le livre. Après, j'ai cité Paulo Coelho, c'est un homme. D'accord, ça fait 2. Et donc sur 10, il y a 2 et puis il y a 8. Non, pas que. Je lis beaucoup et j'adore. Il y a un contemporain, par exemple, que j'aime beaucoup, Gildas Douala. Il y a un autre, Jules Marcel Tchantemou. Enfin, ils sont nombreux, des contemporains que je lis et que j'adore carrément. Donc, c'est pas que des femmes, c'est mixte. D'accord, c'est important. Ce qu'ils écrivent, c'est de la littérature. Je crois que c'est ce qu'il y a à aimer. On s'en fout du genre. En principe, on s'en fout du genre. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est lire. Et en principe, dans la société, on devrait vivre aussi ainsi. On s'en fiche du fait que tu sois une femme ou que tu sois un homme. L'essentiel, c'est ce que tu as à nous offrir. En effet. Et qu'est-ce que Kelly Yemdi a à nous offrir dans cette émission Bibliothèque d'Afrique? Eh bien, c'est son art de l'écriture. C'est ses 2 ouvrages, notamment Les hommes se mangent la queue et puis Le secret de mon échec. On a essayé de faire le tour avec Le secret de mon échec et on a découvert que le secret de mon échec, en fait, c'était les secrets de mes échecs. Et puis, on s'est souvenu qu'il y a dans la société, justement, cette manie de vouloir justifier les fautes qu'on commet, cette manie de vouloir justifier ses erreurs et ses échecs par quelque chose qui
puisse être soit indirectement lié à nous, soit directement lié à nous. Et là, on y revient parce qu'on a donc bientôt terminé. Il s'agit pour nous de revenir sur les deux ouvrages, c'est-à-dire on fait une sorte de bref résumé. S'il fallait recommander à quelqu'un le livre « Le secret de mon échec », quelle partie exactement tu lui recommanderais pour pouvoir trouver le dénouement de sa propre histoire? Parce que celui qui lit le titre, c'est qu'il se dit « il y a forcément quelque chose qu'il faut que je tire à l'intérieur comme leçon ». Alors, quelle partie est-ce que tu lui recommandes? Quelle partie est-ce que je lui recommanderais? Laissez-moi réfléchir. Réfléchissez bien. Alors, c'est assez simple. À partir du titre, je crois que je peux concocter la recette pour lui faire une bonne recommandation, qui est simplement de lui dire que est-ce que tu sais qu'en apprenant comment les autres ont échoué, ça pourrait t'éviter d'échouer toi? Parce qu'on était habitué avec le secret de ma réussite, et je suis sûre que ceux qui ont appliqué ces secrets de réussite-là n'ont pas toujours ou n'ont pas forcément réussi. Donc peut-être qu'on va essayer l'échec. Tu vas voir comment les autres échouent, comment ils font pour arriver à l'échec. Peut-être que toi, ça t'éviterait d'échouer, ou du moins ça te ferait gagner du temps. Donc avec ça simplement, apprends, vas-y. On s'inspire de l'échec plutôt que de la réussite d'autrui. Ça par contre, j'avais pas vu ça comme ça. C'est très profond finalement. Alors, donc, on s'inspire des échecs des autres pour éviter d'échouer soi-même, plutôt que de s'inspirer de la réussite des uns pour dire que voilà, c'est mon modèle et comme il a réussi comme ça, et moi, je pourrais réussir ainsi. Et pourtant, il y a des petits foyers d'échecs justement qui se forment dans la société et qui empêchent parfois à plusieurs jeunes femmes et puis des jeunes hommes aussi, hein, excusez-moi d'être toujours... à plusieurs jeunes de sortir tout simplement de leur cocon. Alors parlons pour terminer du livre « Les hommes se mangent la queue ». C'est un livre exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, des recueils de nouvelles avec ce petit truc d'inachevé. Je te l'ai dit, j'ai lu chez Joseph Mbarga et j'ai beaucoup apprécié avec c'est qui veut la peau des gorilles, mais il y a également un tout autre recueil de nouvelles avec des histoires pour certaines qui sont achevées, pour d'autres qui donnent toujours ce petit arrière-goût d'inachevé quand il y a plusieurs. C'est très intéressant parce que ça donne à réfléchir. On se dit, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Bon, ok, elle s'est arrêtée là, mais après, bon, moi je crois que la femme, elle va faire ceci. Elle va aller à l'église et confesser qu'elle a perdu son enfant parce qu'elle s'est fait marabouter par le marabout. Ou, je sais pas, ça donne envie de créer soi-même la femme. Et c'est pour ça que je me disais que c'était fait à dessein, mais... C'était pas fait à dessein. En tout cas, dans ce livre, tu parles justement de plusieurs tares. J'ai parlé de l'injustice, j'ai parlé de l'oppression qui est souvent faite aux femmes, notamment avec l'histoire de celle qui avait besoin d'un garçon et qui était malheureusement mal regardée par son mari, qui d'ailleurs l'a quitté. Autant d'histoires qu'il y a à l'intérieur. Laquelle est-ce que on ne sait pas s'il a quitté, hein. On ne sait pas finalement s'il a quitté. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait quitté. Il est juste parti, il n'a pas dit qu'il n'allait pas revenir. Hein. Bon, sais pas. Disons qu'il allait faire un enfant, un garçon. Il a essayé avec 3 femmes. Celle qui aura un garçon, il va la ramener. Moi, c'est ce que je me suis dit. Où il allait récupérer le garçon qu'il avait fait depuis et qu'il cachait dehors. C'est une possibilité. Bon, après, c'est pas Ou bien, alors, ça. Il est allé profiter, on va dire quoi, des 9 mois qu'il a passé à être une espèce de frustré ou d'esclave pour sa femme qui faisait énormément de caprices parce que justement, elle attendait enfin le garçon. Peut-être qu'il allait profiter des 9, il allait souffler après ces 9 mois de torture. On ne sait pas. Oui, mais moi je me dis que le meilleur scénario serait qu'il soit sorti et qu'il se soit retrouvé avec 3 femmes. Et parmi les 3 femmes, eh bien, il a fait un enfant à chacune.
celle qui va accoucher un garçon, il la ramène, il vit avec elle dans la maison de l'autre femme. Ah bah c'est pas mal comme scénario. Ça, c'est un bon scénario parce qu'on sait que ça va finir par se crêper le chignon. Donc l'histoire ne finira jamais, en fait. Dans ce livre, lequel des thèmes abordés est-ce que tu préconises? Parce qu'il y en a plusieurs, comme j'ai cité tout à l'heure. En fait, c'est où je voulais en venir et avant qu'on se perde dans les commentaires. Peut-on demander à un parent de choisir Oui. Publiquement entre l'un de ses enfants. Et à lui de dire non, j'aime tous mes enfants de la même manière. Ou, mais on sait que c'est faux. Ah non, tu vas pas faire ça. Quelle est l'histoire que je... Eh bien, quelle est celle ta favorite à toi? Vraiment? Bah, j'en ai deux. J'en ai deux. Même si, voilà, il peut en avoir plusieurs. J'en ai deux. Il y a la première. La première. Comment ça s'intitule déjà la première? Pour une histoire de piment. Ah, ça. Voilà, pour une histoire de piment. Oui. Il y a pour une histoire de piment parce que justement, c'est par là que tout commence. Enfin, c'est la nouvelle qui fait jaillir le recueil. Oui. C'est une ouverture de bal donc, à l'injustice finalement faite aux femmes. Ouais. Donc la première est midi 60. D'accord. Ouais, parce que midi 60 aussi, c'est assez chaud là-bas. D'accord. Eh bien, c'est un peu trop peut-être, c'est peut-être un peu trop chaud de ce côté-là. En tout cas, pour la première histoire, peut-être pour citer ceux qui nous regardent et qui n'ont malheureusement pas encore le livre, pour une histoire de piment, eh bien, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui est mariée avec un jeune homme et il se la coule douce tranquillement jusqu'à ce que malheureusement le monsieur perde son job. Et la vie devient compliquée aussi bien pour les enfants que pour la femme au point où il y a mort de femme. Ouais, il y a eu mort de femme. Au point où il y a, on peut dire famicide. Féminicide. Féminicide, voilà. Donc, féminicide. Alors, peut-être que tu es mieux placé pour conter l'histoire. Parce que j'ai pas bien compris pourquoi est-ce que le tonton agresseur se retrouve toujours... Il s'en sort toujours. Ah bah parce que la société a choisi souvent de couvrir ce genre de frasques pour protéger l'intégrité de la famille aux yeux de la société. Donc du coup, il s'en sort. Mais la maman, elle est complice finalement. Ouais, elle est complice de s'être tue, de n'avoir rien fait. La première fois que c'est arrivé, je parle du viol sur l'enfant. Sur l'aîné. Oui, sur l'aîné. Elle est complice de n'avoir rien fait alors qu'elle savait. Et voilà, elle est complice. Donc, l'histoire, en fait, l'intrigue, il s'agit d'une femme qui, alors que son mari perd son job, se met à travailler d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que les enfants n'en souffrent pas. Et finalement, parce que l'homme a une maîtresse et parce qu'il a un problème, on va dire quoi? D'ego. Oui. Il a un problème d'ego, il se dit, bon, parce que j'ai perdu mon boulot, ma femme elle va commencer à me manquer de respect, ma femme elle va se prendre la tête, va se prendre pour le chef de famille. Il analyse tout en fait. Ouais, il commence un peu à se sentir frustré. Et avec sa maîtresse, qui tout le temps, voilà, avec qui tout le temps ils se prennent la tête, parce que justement, il n'a plus de quoi la satisfaire, en général, les maîtresses. Ouais, financièrement, ouais, ça passe ou ça casse. Tant que tu ne l'aides pas financièrement, tu ne l'aides pas à grand chose, tu ne sais pas à grand chose. Oui. Donc, parce que sa femme dehors lui prend la tête et parce que il a peur que sa femme dedans finisse par faire pareil. Bah, un jour, pour une histoire de piment. C'est vrai que le titre donne à s'interroger, à réfléchir. Tu nous jettes à gauche. Et en lisant, on se rend compte que non, en fait, c'était à droite qu'on allait. Bon, finalement, on ne sait pas où on est allé finalement. Parce que quand tu dis pour une histoire de piment, il s'agit du piment épice. Ou il s'agit du piment, la femme de dehors. Voilà. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas jusqu'à présent. Et pourtant, l'histoire, elle a achevé, elle est éditée. Oui. Donc, moi, je ne sais pas jusqu'à présent. On nous laisse à nous de à chacun choisir son piment.
Chacun choisit le piment qu'il préfère. D'accord. À chacun choisit donc le piment qui va le chauffer. Merci à toi, Kelly MD, pour ces fous rires dans l'émission Bibliothèque d'Afrique qui malheureusement touche à sa fin. Et c'était un plaisir d'ailleurs de partager ce plateau avec toi. Alors on va terminer avec, avec les perspectives non seulement de l'association mais aussi de l'écrivaine que tu es, Yemdi. Les perspectives, c'est l'écrivain pour l'écrivaine que je suis, oui, ou que j'aimerais être. Je préfère toujours dire ça comme ça. C'est de continuer à travailler, c'est-à-dire de continuer à lire et de continuer à écrire tant que je peux. Parce que ce n'est que comme ça qu'on grandit en tant qu'écrivaine, lire et écrire. Donc, voilà, c'est assez simple. Enfin, ça a l'air simple, lire et écrire. Pour l'association, on va continuer à poser des actes qui sont des soutiens pour les femmes qui veulent émerger. Et voilà, on va continuer des soutiens, on va continuer à tendre la main, à répondre au présent. Oui. Et voilà, je crois qu'on aura fait le job de cette façon. Tout simplement. Allez, on va clôturer cette émission, voilà, avec notre écrivaine de ce soir. Pour ceux qui ont eu la chance, grâce à la partie technico-artistique, de voir la première de couverture et la quatrième d'ailleurs de ce livre. Voilà, merci infiniment à la partie technico-artistique. Il y avait également le secret de mon échec qu'on a abordé dans ce livre, dans cette émission, veux-je dire. Eh bien, on a fait le tour de ces deux ouvrages et on a fait le tour aussi de toi, en fait, un tout petit peu quand même. On n'est pas rentré peut-être en profondeur parce que, après tout, c'est pas une émission de gossip. C'est une émission qui donne à se poser des questions. C'est une émission qui tout simplement nous permet de réfléchir sur les perspectives de nos auteurs, mais aussi des écrits dans la société africaine. Eh bien, on a malheureusement terminé. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très bon moment. D'accord, il n'y a pas de quoi. For You Télévision te remercie, toi, Kelly MD, d'être venue sur notre plateau. Et à vous également qui nous avez reçus chez vous, on vous dit tout simplement merci. Bibliothèque d'Afrique, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Restez en compagnie de nos programmes.